0,2% des recettes d'exportation des pays membres de l'Union africaine pour financer le fonctionnement de l'institution panafricaine. C'est la première grande décision prise par les chefs d'État du continent à Kigali. Les travaux du 27e sommet ont débuté aujourd'hui. Les détails dans un instant. Et puis passer les moments d'euphorie après les résultats, place aux doutes et aux interrogations pour la plupart des nouveaux bacheliers. Ils sont plus de 27 000 cette année. Quelle filière choisir à l'université? Et pour ceux qui se sont décidés, le choix sera-t-il respecté? C'est le grand dossier de ce journal. Tout sur le processus d'orientation des nouveaux étudiants. Le professeur Mahamadou Sawadogo, directeur des affaires académiques de l'orientation et de l'information des universités Ouaga 1 et Ouaga 2 est notre invité. Et puis dans ce journal, un portrait, celui de To Yameogo. Elle vit à Koudougou, les 100 ans bien sonnés, une longévité exceptionnelle, affectueusement appelée Yaba. Elle coule des vieux jours tranquilles, entourée de ses enfants, de ses nombreux petits et arrière-petits-fils. Reportage à suivre. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. 27e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Les travaux ont débuté aujourd'hui à Kigali, mais dès leur arrivée, les chefs d'État ont évoqué la question du financement de l'institution des échanges à huis clos. Et puis, une grande annonce, les chefs d'État décident de consacrer 0,2% des recettes d'exportation des pays membres au financement de la Commission. Compte rendu de nos envoyés spéciaux Roger Kam et Olopoda. L'Union africaine veut réduire sa dépendance aux dons étrangers qui représentent environ 80% de son budget. À Kigali, les chefs d'État ont décidé des réformes pour instaurer plus de gouvernance dans l'accroissement des recettes propres de l'organisation panafricaine. Il s'agit ici de prélever un taux de 0,2% sur les importations des États africains pour financer l'Union. Les partenaires extérieurs éprouvent du mal à financer l'organisation et de toutes les façons, ce n'est pas commode que l'organisation, qui est notre organisation africaine, l'Union africaine, soit financée par l'extérieur. Donc le mécanisme qui a été trouvé, c'est qu'on fasse un prélèvement de 0,2% pour financer à la fois le fonctionnement et les projets de développement. Donc du coup, si ce mécanisme-là se met en place, on n'aura pas besoin de cotiser encore pour l'organisation. C'est déjà un schéma qui est en place pour la CEDEAO, donc c'est calqué sur ce modèle-là. La volonté des États est de rationaliser les priorités de l'organisation, mais aussi de la mettre à l'abri des aléas budgétaires des donateurs. Et pour le président Idriss Déby, président en exercice de l'Union africaine, il faut miser sur les activités qui ont un impact réel pour les États membres et leurs citoyens. Le Conseil supérieur de la communication qui se trace une feuille de route, un plan stratégique pour les 5 prochaines années qui définit les actions à mener. L'ambition, c'est de créer les conditions pour une communication responsable au Burkina. Les membres du CSC se sont retirés à Kombisiri pour examiner le plan. Issaka Ouedraogo et Zalissa Sanfo. 2017-2021. Le Conseil supérieur de la communication ne veut pas naviguer à vue. Et ici à Kombisiri, il se donne les moyens d'y arriver. Il s'agit d'adopter un plan stratégique, une feuille de route qui va dicter les actions à mener pour la construction d'une démocratie à travers une communication responsable et respectueuse des lois. Pour le cas du CSC, c'est être vraiment dans la perspective des 5 à 10 ans à venir, institution forte, qui est vraiment une institution qui joue son rôle pleinement et occupe sa place dans le paysage institutionnel national et sur le plan international. C'est une première en 20 ans et le CSC ne veut pas de l'à peu près. Ainsi donc, il a sollicité l'expertise de la Société africaine d'études conseil. Ce plan sera constitué de diagnostics participatifs que nous avons élaborés pour situer l'environnement interne du CSC, l'environnement externe du CSC et maintenant aboutir à la planification. La présidente a rappelé le rôle de l'institution aux autorités locales et ils pourront améliorer leur connaissance de l'institution
en feuilletant ce document. Ils étaient près de 69 000 candidats au départ pour le bac 2016. À l'arrivée, ils sont plus de 27 000 à décrocher leur précieux sésame selon les chiffres provisoires. Un diplôme qui ouvre pour tous ses admis les portes du supérieur. C'est le cas de Bénédicte Ouattara, une jeune bachelière de la capitale. Son rêve, entamer des études en médecine pour devenir médecin pédiatre. L'une de nos équipes est allée à sa rencontre. Moussa Ouedraogo, Draman Dadian. Dans la famille Ouattara, c'est la Benjamin qui est aujourd'hui à la cuisine, loin de ses cahiers et autres occupations scolaires. Après 9 mois de dur labeur, Bénédicte, 18 ans, fait partie des 27 276 admis au baccalauréat session de 2016. J'ai été élevée au grade de bachelière le 30 juin dernier. Depuis là, j'essaie d'aider les parents à la maison en faisant la cuisine, le ménage, la vaisselle, un peu de tout quoi. Nouvelle bachelière, l'université lui ouvre désormais ses portes. Et avec un bac D, son souhait, poursuivre ses études en médecine. La médecine parce que d'abord c'est un rêve d'enfant. Apparemment c'est 8 ans, je sors directement avec le doctorat. Et maintenant si je veux me spécialiser, ça se fait après. Bon, j'aimerais bien me spécialiser en pédiatrie. C'est un choix bien réfléchi et sans aucune imposition, nous a-t-elle confié. Et pour la réalisation de ce rêve de devenir médecin pédiatre, ses parents lui ont promis tout leur soutien. Je me rappelle que c'est juste après son BEPC qu'elle nous a dit qu'elle voulait faire médecine. Donc, il fallait l'inscrire dans une série en seconde là, qui conduisent à la médecine. Sinon, c'est sa décision. Nous, on n'a fait qu'accompagner. Chacun doit s'accomplir là où il se sent. On ne fait bien que ce qu'on aime bien. Et quand l'enfant dit « je veux faire médecine », je lui fais confiance. Avec ce soutien familial, Bénédicte Ouattara compte donc embrasser avec sérénité les sciences de la santé, la médecine en particulier. Mais elle est bien consciente que le dernier mot revient à la direction en charge des orientations. Voilà, passé les premiers moments d'euphorie après la proclamation des résultats, place aux doutes et aux hésitations pour la plupart des nouveaux bacheliers. Contrairement à Bénédicte Ouattara, beaucoup s'interrogent quelle filière choisir et le recours pour certains d'entre eux, c'est le centre d'information de l'orientation scolaire, professionnelle et des bourses. Mokhtar Ouedraogo, Monkoun Dabiré. Le bac D, obtenu avec une moyenne de 13,60 à 18 ans, la préoccupation de Nadège Kinda est désormais la suite à donner à ses études. Comme nombre de ses camarades, la nouvelle bachelière est ici, au centre de l'information, de l'orientation scolaire, professionnelle et des bourses, pour prendre conseil. Bon, ce qui m'amène ici, c'est pour les orientations et voir quelle filière prendre pour les conseils que je puisse choisir la filière qui est meilleure. Aider les nouveaux étudiants, c'est le quotidien de Mimina Sawadogo. La conseillère reçoit environ 300 visiteurs par jour. Et par vague de 20, les étudiants passent tous dans cette salle avec les mêmes préoccupations. Avoir la bonne information. Et la première étape consiste à prendre contact avec les guides d'orientation pour s'imprégner des conditions d'inscription aux différentes filières ainsi que les débouchés y afférents. Mais le choix n'est pas toujours évident à ce niveau. Et c'est là qu'intervient l'expertise des conseillers. L'orientation de l'étudiant fait appel à plusieurs critères. D'abord, on va essayer de voir ses notes dans les différentes matières. On travaille à ce qu'en dernier ressort, ça soit le point de vue de l'étudiant, de l'élève, qui soit primé. Et l'information qu'ils ont reçue et les conseils que nous avons donnés lui permettent quand même de faire un choix que nous pensons réaliste. C'est-à-dire qu'il va tenir compte de ses aptitudes et de l'intérêt qu'il porte à telle ou telle chose. Au CIOSPB, les conseils portent aussi bien sur les filières que les établissements. Et l'approche des conseillers est basée sur les performances et les prédispositions de chaque étudiant. Moi, précisément, je voudrais faire la médecine. On m'a dit que je pourrais faire l'UO. Puis c'est là-bas que je voudrais aller. Je suis satisfaite pour les réponses que j'ai pu avoir. Au moins, je suis soulagée. Mais la tâche n'est pas toujours aisée
pour l'équipe de Abdul Karim Diop. Les conseils ne suffisent pas toujours pour convaincre. Certains étudiants ont du mal à se départir de leurs appréhensions et de l'influence des parents. Souvent l'élève comprend parce qu'on lui a expliqué, mais le parent, pour plusieurs raisons, s'oppose. Et en ce moment, l'élève risque de faire une mauvaise orientation et avec pour conséquence l'échec scolaire. Et pour convaincre les parents, le SIOSPB organise des entretiens à leur intention. Mais en amont, la structure organise aussi des tournées dans les différents établissements secondaires pour informer les étudiants des différentes filières de formation avant l'examen du bac. Et pendant ce temps, à l'université de Ouagadougou, on se prépare déjà à réceptionner les dossiers des nouveaux bacheliers. Et chaque année, c'est le même processus. Nous avons voulu en savoir davantage. Quels sont les critères sur lesquels on se base pour orienter les nouveaux bacheliers? Explication, Salifou Belem et Adama Koulibaly. Passé l'étape du bac avec brio, la plupart des bacheliers poursuivront sans doute des études supérieures dans une université. Ici, à l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, de futurs étudiants sont en quête d'informations sur les orientations. Dans les universités de la capitale Ouaga 1 et Ouaga 2, le dépôt des dossiers pour être orienté dans une filière obéit à un certain nombre de critères. Nous avons la série de bac. Il y a la condition d'âge pour certaines filières et la moyenne pour certaines filières. Pour aller en droit, on demande d'avoir le bac A, G2 ou le bac D. Et les bacs G1 et C, on demande d'avoir une mention A bien ou à défaut d'avoir 12 sur 20 en français. Pour les filières de l'UFR SDS, l'unité de formation et de recherche en sciences de la santé, le candidat doit être âgé de plus de 22 ans. Après réception des dossiers, la commission d'orientation se réunit pour statuer sur les différentes demandes. Pendant le travail de la commission d'orientation, ces conditions sont revues. Vous savez que dans les UFR, il y a la capacité d'accueil qui entre en compte. Donc, les filières qui sont très demandées, comme anglais, droit, économie, nous revoyons alors en tenant compte par moment de l'ordre de mérite. S'il arrive que des étudiants ne soient pas satisfaits de leur affectation dans une filière donnée, un recours est possible et même une réorientation peut être envisagée. Les étudiants, quand ils viennent pour être orientés, généralement c'est un seul choix qu'ils veulent, le premier. Mais comme elle a tantôt dit, il y a beaucoup de conditions, des critères qui rentrent en ligne de compte. Et du coup, ça devient difficile que ce premier choix soit respecté. Donc, dans ce cas, ils peuvent même se retrouver au niveau du troisième choix qu'ils ne veulent pas. Il faut aussi noter que l'orientation de certains types de bacs, notamment les bacs pro, est pratiquement impossible pour l'instant car ces diplômes sont structurés de sorte à rendre l'élève actif dès son obtention et non pour poursuivre des études supérieures. Voilà, et pour aller plus loin sur ce sujet, nous recevons comme annoncé le professeur Mahamadou Sawadogo, directeur des affaires académiques de l'orientation et de l'information des universités Ouaga 1 et Ouaga 2. Bonsoir professeur. Bonsoir. Alors on a suivi donc tous ces reportages. Alors par quel mécanisme donc se fait le choix des filières par les nouveaux bacheliers? D'accord, merci. Permettez-moi d'abord de féliciter les nouveaux bacheliers. En tout cas, il y a un pas qui est déjà franchi, mais le second pas s'avère aussi pas facile. Faire un bon choix est très important donc dans la carrière de tout étudiant. Ok. Alors, ce que nous mettons en place comme mécanisme pour l'orientation, une fois que les étudiants, disons les élèves ont obtenu donc le baccalauréat, nous avons au niveau donc de la DAOI une cellule accueil-conseil qui se trouve aussi au niveau donc, du SIOSPB, où ils peuvent passer, prendre des informations par rapport aux différentes filières. Après cela, nous organisons une rencontre avec les nouveaux bacheliers qui a lieu souvent la première dizaine du mois de septembre. Voilà, une rencontre au cours de laquelle nous donnons toutes les informations, comment s'orienter, comment faire ces trois choix, afin de ne pas passer à côté. Et surtout leur donner des conseils pratiques, parce que comme il y aura du monde, il y aura aussi d'autres personnes qui sont là pour soutirer certaines informations.
formation pas correcte, ou alors pour arnaquer souvent certains élèves. Donc nous organisons une rencontre. Après la rencontre maintenant, ils peuvent maintenant constituer les dossiers et venir déposer au niveau de la Daoui. Alors professeur, vous parlez déjà de 3 choix. Une chose est sûre, tous les étudiants n'auront pas leur premier choix. Pourquoi? Bien, alors comme le reportage l'a si bien rapporté, ils font les 3 choix, mais ce n'est pas évident qu'on ait toujours le premier choix parce qu'il y a des critères internes. Alors je vous prends un exemple. Un étudiant qui a eu 12 de moyenne au baccalauréat et qui a moins de 22 ans, 22 ans ou plus, peut postuler pour la médecine. Ça, ce sont des critères de dépôt. Alors, nous recensons tous les étudiants qui ont demandé donc la médecine. Il se trouve, par exemple, qu'ils sont 1000 étudiants. Alors qu'en médecine, réellement, nous avons autour de 720 places. Donc, ça veut dire qu'il faut retenir autour de 720 élèves. Et pour cela, il faut trouver des critères discriminatoires. Alors, ces critères, c'est quoi? Ça sera d'abord la moyenne du baccalauréat. C'est-à-dire, on ne va plus s'arrêter à 12, mais on sera obligé de prendre les 700. Donc, on va aller peut-être à 13, 14. C'est comme un concours. Oui, ça devient comme un concours. Et le deuxième critère important, c'est que nous allons introduire maintenant des critères internes, c'est-à-dire spécifiques à la filière. Par exemple, la médecine, il faudrait que la moyenne maths, PC, SVT soit égale au moins à 12. Donc, du coup, ça nous permet donc de discriminer un peu et d'amener le nombre d'étudiants. Bon, souvent même pas en fonction de la capacité, puisque nous doublons souvent même la capacité d'accueil. Professeur, mais est-ce qu'il n'y a pas souvent des interventions qui permettent un peu peut-être de tordre le cou à ces critères, professeur? Bon, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que nous sommes très stricts. La commission est très stricte par rapport à ces critères-là. Donc, il n'y a vraiment pas de possibilité. Les seules situations qui se sont présentées souvent à nous, ce sont les bacs étrangers. Voilà, les bacs étrangers, souvent, qui ne remplissent pas les conditions, mais nous devons tenir compte des relations que nous avons avec la sous-région et de certaines relations qui nous lient avec certaines structures. Professeur, objectivement, envoyer un étudiant dans une filière qui n'est pas son premier choix. On l'a entendu, il y a un des parents dans le zone des reportages qui a dit « on ne fait pas bien ce qu'on n'aime pas bien ». Est-ce que là, ça ne pose pas problème? Bon, ça pose problème, mais vous savez... le premier choix est en compétition. Si vous êtes parmi les meilleurs du premier choix, vous serez retenu. La preuve, nous affichons même les moyennes qui nous ont permis donc d'orienter, c'est-à-dire pour une certaine visibilité et transparence. Voilà, donc ça ne pose pas de problème. Mais il ne faut pas toujours s'attendre au premier choix. Vous voyez, si par exemple, il y a 1500 étudiants et élèves qui déposent pour la médecine, vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on amène 1500 en médecine alors que nous savons que la capacité c'est 700. Donc ça pose un grand problème. Donc ce que nous voulons par exemple c'est essayer peut-être de trouver d'autres structures, pourquoi pas au niveau donc des autres universités. L'université de Ouagadougou prend autour de 1000 étudiants en première année, je vais dire les nouveaux bacheliers pour la médecine, mais il faudrait aussi que les autres universités aussi élargissent un peu leur capacité d'accueil afin que ces bacheliers-là qui ont fait leur premier choix puissent aussi s'orienter dans les autres universités. Alors, est-ce que vous ne faites pas face souvent à beaucoup de situations où des étudiants reviennent vers vous pour demander peut-être une réorientation? Parce que peut-être l'année, en tout cas en deuxième année, à l'université, ils se rendent compte véritablement qu'ils ne se sentent pas bien là où on les a envoyés. Ok, alors il faut faire la différence entre la réorientation, qui est une activité de la DAOI, c'est-à-dire une semaine après l'affichage des résultats d'orientation, chaque élève est libre de venir demander une réorientation. En ce moment, il est reçu par les conseillers d'orientation et si vraiment ça vaut la peine, en ce moment, il est réorienté. Maintenant, il y a les transferts. Il ne faut pas les confondre. Les transferts, c'est lorsque l'élève a été déjà orienté dans une UFR, il arrive et dès les premiers, deuxième ou troisième semestres, il se rend compte que vraiment, il ne peut pas tenir. Alors, il demande un transfert. En ce moment, ce sont les UFR qui gèrent. C'est-à-dire, il fait la demande adressée au président de l'université avec les avis de l'UFR où il est et l'avis de l'UFR qui doit l'accueillir. Okay. Mais quelles sont les filières les plus demandées, professeur? Les filières les plus demandées, c'est sinon 3 dernières années, c'est la médecine, c'est l'économie, le droit et l'anglais. Pour finir, professeur, on sait que beaucoup d'étudiants se préparent à venir déposer leur dossier à l'université de Ouagadougou. Est-ce que tous les étudiants qui déposent des dossiers sont orientés? Affirmatif. Tous les étudiants qui déposent donc leur dossier au niveau de l'université, disons de la DAOI, qui gère les 2 universités, Ouaga 1 et Ouaga 2,
sont orientés et ceux-là aussi seront orientés. Merci, professeur, d'être passé sur notre plateau. Merci pour votre disponibilité. Mesdames et messieurs, l'invité de ce journal, c'était donc le professeur Mahamadou Sawadogo, directeur des affaires académiques, de l'orientation et de l'information des universités Ouaga 1 et Ouaga 2. Il a été question des orientations des nouveaux bacheliers. Suite de ce journal, les vendeuses de fruits et légumes de la RAN, elles, ont un tout autre problème. Rien ne va plus entre elles et la mairie de l'arrondissement 2 de Ouagadougou. Les autorités municipales ont décidé de déguerpir ces femmes, mais pour l'heure, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles en ont gros sur le cœur. Elles dénoncent les mauvaises conditions sur le nouveau site qui leur est proposé. Explication, Césaire Carrefour et Nathalie Sawadogo. Le commerce est là dans le sang. Sa maman a exercé et elle lui a transmis le flambeau. 37 ans après, Awa Ilboudo a le sentiment de revenir à la case départ. Depuis notre naissance que la maman nous a amenés ici, c'est ici qu'on a grandi et c'est ici qu'on cherche à gagner notre manger. On vient nous déguerpir carrément le coin. Comme elles sont nombreuses, ces vendeuses de fruits et légumes de la RAN, à vivre la même situation. Mais vrai dire, le hangar là, ça ne nous pique pas. Nous, on ne peut même pas s'arrêter dedans pour vendre quelque chose. Il fait chaud. Si on met le fruit là, si on met fruit là ici pour vendre là, on va prendre ça pour jeter. Ça va pourrir. L'eau là, ça rentre comme ça, on dirait pas, mais on dirait même pas que c'est un hangar. C'est nous qui quittons Abidjan avec les marchandises à venir les donner. À Tchéké, à Loco, Banane, tout ça, c'est nous qui en va, avocat, c'est nous qui en va à Abidjan pour venir les donner. Mais voilà, hangar là, c'est pas possible. Pour la présidente de la coopérative des femmes, le problème ne date pas d'aujourd'hui. C'est la construction d'un immeuble R+5 au profit de la chambre de commerce qui fait l'objet de leur déguerpissement. On devait faire les hangars pour nous et les toilettes en même temps. Et à ma grande surprise, l'argent qu'on a voté pour les hangars et puis les WC, ça n'a pas suffi. La chambre de commerce nous parle de 29 millions. Alors que les hangars n'ont pas été bien faits. Et voici ce à quoi ressemblent les infrastructures réalisées à 29 millions de francs CFA. Un hangar comptant 17 box, longeant le mur de la Direction générale de la formation professionnelle et 2 toilettes pour près d'une centaine de commerçantes, des grossistes et des détaillantes. Nous, on les demandait de nous laisser en bas, même s'ils vont construire leur immeuble, qu'ils nous laissent en bas de l'immeuble. Pour l'heure, c'est le statu quo chez les vendeuses de fruits et légumes de la RAN. Voilà, bien loin de ces querelles, elle s'appelle To Yameogo. Affectueusement, tout le monde l'appelle Yaba. Les 100 ans bien sonnés, elle vit à Koudougou, une vie de centenaire bien entourée de ses enfants et de ses nombreux petits et arrière-petits-enfants. Son portrait avec Draman Guéné et Souleymane Sanou. Appuyé sur une canne, Yaba, comme on l'appelle affectueusement, se donne un temps de plaisir dans sa cour. To Yameogo, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est née vers 1906. La seule peut-être de sa génération qui vit encore ici à Koudougou. Du haut de ses 110 ans, Yaba participe toujours à la bonne marche de la famille. Yaba, aide-moi à décortiquer ces arachides pour ma sauce. En plus de ces petits travaux qui l'aident à se dégourdir, la centenaire joue le rôle de baby-sitter dans la famille. Elle se plaît bien à garder ses arrière-petits-enfants de 4e génération. La mémoire qui fait défaut chez la plupart des personnes âgées lui suffit encore pour parler de sa jeunesse et de celle de la ville de Koudougou qu'elle a vu grandir. C'est quand on a commencé à recruter par force des élèves que nous avons su que le blanc est arrivé à Koudougou. Les parents nous cachaient dans les greniers pour lui échapper. En 2010, To Yameogo devient Marie-Jeanne après s'être convertie au christianisme. Mais du christianisme, la grand-mère n'y comprend pas grand-chose. C'est comme ça que je fais pour manger, sinon je ne connais pas son sens. Son secret, c'est le travail et l'honnêteté. Cécité, surdité, infirmité, bref, Yaba ne connaît rien de tout cela. La noix de cola toujours dans la bouche, la centenaire n'a pas de régime alimentaire extraordinaire, même si ses préférences restent la bière de mil et le thau.
Elle tremble comme ça, mais elle ne tombe pas. Je ne l'ai jamais entendu dire qu'elle souffre d'un mal. Au milieu de ses progénitures, Yaba n'en vit rien encore sur terre. Sa vie de célibat n'a que trop duré. Je veux rejoindre mon mari car je n'ai plus rien à faire sur terre. C'est lui, Wa Zongo, qui est son premier fils après la mort de ses 2 frères aînés. À 85 ans, Wa a 4 frères, dont 2 femmes. La lignée de Marie-Jeanne est donc forte de 5 enfants et de plusieurs petits-fils et arrière-petits-fils. Une longévité vraiment exceptionnelle. La commission d'enquête parlementaire sur le foncier urbain poursuit son travail sur le terrain. Depuis quelques jours, les membres de la commission ont déposé leurs valises à Bobo-Dioulasso. Vendredi dernier, ils étaient sur le site des logements sociaux et économiques de la ville. Leur constat, les constructions sont de qualité, mais la viabilité du site, pour la viabilisation du site plutôt, des grands défis demeurent. Hassan Gourabou et Moussa Sano. La commission d'enquête parlementaire sur le foncier urbain au Burkina sur le terrain. Ce 15 juillet, à Bobo-Dioulasso, les députés sont sur les sites des logements sociaux et économiques, des logements situés dans le secteur 18, 32, 10 et 29 de la ville. On a constaté effectivement des efforts allant donc dans le sens donc de mettre à la disposition de la population des logements de qualité. Il faut le relever. En tout cas, les logements que nous avons visités sont de bonne qualité. Maintenant, l'autre constat, néanmoins, il y a quand même des difficultés, des défaillances, surtout au niveau de la viabilisation. Selon la commission d'enquête parlementaire sur le foncier urbain, il s'agit des problèmes d'accessibilité, d'absence de réseaux électriques ou encore de manque d'infrastructures sanitaires et éducatives, des défaillances qui n'incombent pas aux promoteurs immobiliers, un promoteur heureux d'être félicité par les députés pour la qualité de son travail. Mais pour les populations qui vivent déjà dans ces cités, il faut que l'État fasse quelque chose. Bon, notre cri de cœur, c'est ça, c'est surtout avoir des fossés. Permettre à ceux qui n'ont pas d'électricité d'avoir de l'électricité, permettre à ceux qui n'ont pas d'eau d'avoir de l'eau. C'est surtout ça pour le moment. Nous avons vraiment un sérieux problème d'accès. Quand vous voyez, c'est la saison pluvieuse, il n'y a pas de voie. Conformément à la résolution qui a mis en place cette commission d'enquête parlementaire sur le foncier urbain au Burkina et après les différents constats sur le terrain, les députés entendent faire des recommandations, voire proposer des lois allant dans le sens de corriger les défaillances, toute chose qui, selon eux, permettra de réaliser des logements plus décents. Et puis, on a l'habitude de parler des menaces qui pèsent sur les forêts classées du Burkina. Elles sont pour la plupart victimes d'agressions de tout genre lors d'une opération de patrouille dans la forêt classée de Tissé, dans la boucle du Moun. Des forestiers ont mis la main sur un troupeau de plus de 300 têtes de bœufs. Yves Rwamba, Karim Ilboudo et Nayalagdo Paul Sawadogo pour le constat. Le pâturage illégal à la peau dure dans la forêt classée de Tissé malgré les sensibilisations. Plus de 300 bœufs ont été interceptés lors d'une opération de patrouille des agents forestiers dans cette forêt classée de Tissé, située à environ 70 km de Dédougou. Les bœufs ont été appréhendés, donc c'est un acte illégal dans la forêt classée. Alors quand ils sont appréhendés, les propriétaires ont répondu, ils seront auditionnés sur un certain nombre d'aspects. Et maintenant, conformément au code forestier, qui nous fixe deux bornes, une borne inférieure et une borne supérieure, c'est en fonction de ça que les agents chargés donc de la réglementation vont fixer l'amende et qu'ils vont payer. Les propriétaires ont été interpellés et les amendes vont de 20 000 à 3 millions de francs CFA. Ils se disent conscients mais n'ont pas d'autre choix. C'est illégal, mais on n'a pas d'autres endroits. La dernière fois, j'ai payé 220 000, mais cette fois, ils disent 3 millions, ça me dépasse. Ce fléau a d'énormes impacts sur les forêts classées. Les forestiers en sont conscients, mais manquent de moyens pour intervenir permanemment. Pour que ça soit permanent, il faut, 1, les hommes, il faut 2, les moyens logistiques, et il faut 3, les moyens de subsistance. Et ça, nous n'en disposons pas. Si nous avions des sites où on pouvait donc parquer ces animaux, ça veut dire que les éléments, en conduisant, tout de suite, ils les font rentrer dans le parc et ils repartent. Donc, sinon, véritablement, ce qui est à l'intérieur, il faut dire que c'est peut-être le 10e que vous voyez ici. Le programme d'investissement forestier PIF, avec le concours des services de l'environnement, joue un grand rôle dans la protection du corridor fluvial.
Le directeur régional Afrique de l'Ouest et du Centre du Fonds des Nations Unies pour la Population séjourne depuis quelques jours au Burkina. Nabengé Ngom était hier dans le centre-est, précisément à Tinkodogo et à Bagré, sur les traces des interventions de son institution. Konsoun Koulibaly et Solange Guigma. Ce sont le district sanitaire et la centrale d'achat de médicaments essentiels génériques de Tinkodogo qui ont reçu en premier lieu la visite du directeur du Fonds des Nations Unies pour la Population pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le Fonds des Nations Unies pour la Population met chaque année à la disposition de la CAMEC de Tinkodogo 3 millions de dollars de produits contraceptifs. Je voudrais louer l'appui technique et financier dont nous bénéficions de l'UNFPA qui nous permet de disposer de produits de santé de la reproduction. En matière d'offres, l'UNFPA nous appuie d'abord dans le cadre du renforcement des capacités des agents de santé et nous appuie aussi en termes de mise à disposition d'intrants, de produits contraceptifs et d'autres produits de santé de la reproduction. La Société de développement intégré du pôle de Bagré a également été visitée par Mabengé Ngom. Une occasion pour les femmes du Centre des activités diverses de Bagré Pôle de partager leur expérience avec le directeur régional. 60 personnes de Bagré Pôle ont vu leurs capacités renforcées en matière de santé de la reproduction pour sensibiliser la population sur la planification familiale. Les femmes ne savaient pas que prendre la contraception pouvait les aider. Mais avec ce projet-là, les femmes ont vu que vraiment, il y a beaucoup d'avantages parce qu'elles ont la santé, elles font l'économie. Il y a des progrès positifs, des progrès palpables que nous avons vus sur le terrain et je pense que c'est extrêmement encourageant et nous pensons que nous allons continuer et nous allons renforcer ce partenariat. La visite s'est poursuivie par le site du barrage hydroélectrique de Bagré et la radio Bagré Pôle FM. Dimanche sport, à présent avec Mahamadi Wena, du club du Kadjogo. Oui, évidemment, le RCK a vu le bout du tunnel hier avec son sacre comme champion du Burkina pour cette saison 2015-2016. C'est le deuxième titre de champion pour le RCK après le titre de 2015 et ce sacre a eu lieu hier au stade municipal Isfouzov Konomo de Ouagadougou et le RCK était opposé à l'ASFB en cette 29e journée. Le RCK qui n'a pas tremblé et qui s'est imposé sur le score de 3-1. Nous allons revivre les moments clés de ce match avec Jérôme Kendrebeo. De l'événement. Pour la deuxième fois de leur histoire, les Faucons du RCK planent sur le face-au-foot. Mais il a fallu batailler dur face aux buffles de l'ASFB qui ont compliqué la tâche des Faucons en ouvrant le score contre le coup du match dans le temps additionnel de la première partie par Issouf Zonou. Menés 1-0 à la mi-temps, les garçons de Kamou Malo attendront la 62e minute pour voir leurs efforts récompensés par un penalty. Penalty transformé par le latéral Ismaël Bandé. Le regain de confiance et de vitalité va encore payer à la 72e minute. Hors de la surface, Eliseto arme et frappe pour forcer le passage dans le but de Dieudonné Traoré. À 2-1 et 18 minutes encore au chrono, le RCK est virtuellement champion puisqu'un retour au score de l'ASFB est encore possible. Les Faucons en sont bien conscients et Jérôme Ouya se donne les moyens de tuer le suspense sur cette autre frappe hors de la surface de réparation qui offre définitivement le titre 2015-2016 au RCK. Je le dois en grande partie, bien sûr, à ces joueurs qui se sont saignés tous les jours à l'entraînement. Ils ont écouté les consignes. Parfois, je rentre dedans. En tout cas, ils ont supporté mes caprices parce que je suis très exigeant. C'est dans la peau de champion du Burkina que les Faucons vont défier les Yenenguistes ce mercredi 20 juillet en demi-finale pour un éventuel doublé championnat Coupe du Faso. Voilà, bravo. Kamou Malo, le champion, est connu, mais le suspense demeure en bas du tableau. Oui, il y a toujours du suspense en bas du tableau. Cet après-midi, c'est toujours serré entre Lusco et Luzi. Cet après-midi, Luzi est allé battre l'AGEP 2-0 à Bobo et Lusco a contraint les trois de Ouagadougou, ici à Ouagadougou même, au partage des points au terme d'un match nul d'un but partout. Et désormais, 2 points séparent les deux équipes. Lusco est 14e avec 30 points et une différence de but négative de moins 10. Et Luzi 15e avec 28 points et une différence de but négative de moins 12.
Donc la 30e et dernière journée qui va se jouer le week-end prochain va être décisive pour l'USI et l'USCO. Il faut noter que le Banqui Sport est déjà relégué. Donc c'est la deuxième équipe qui va accompagner le Banqui en D2 qu'on cherche. Et les autres résultats complets de cette 29e journée, RCK à ASFB qu'on a vu tout à l'heure, 3-1. Majestic COSAF 2-1. Banqui Sport Asfa Yenenga 0-1 pour l'Asfa Yenenga. EFO USCO 1 but partout comme dit tout à l'heure. RCB AS Tonabel 1-0. BPS USO 0-2. USFA Santos 1-1 et AGF USU 0-2. En handball également, les champions 2016 sont connus en junior et en cadet. Oui, ça s'est déroulé hier au Palais des Sports de Ouaga 2000 et en catégorie cadette, l'AS Sonabel a pris le dessus sur Dauphin 27-24 chez les filles et chez les garçons, c'est l'AS Sonabi qui bat le RCB sur le score de 27-24 également. Et en junior, la Lonabé Handball Club qui prend le dessus sur l'AS Onea par 40-21 chez les filles et chez les garçons. L'AS Sonabel bat l'USFA, non plutôt l'USFA qui bat l'AS Sonabel 25-21 chez les garçons. Et c'était le résultat du handball comme ça. Merci Mamadi Ouena. Voilà d'autres informations certainement demain au magazine des sports, notamment pour le basket et l'athlétisme. Voilà des informations qu'on aura en images. Voilà, demain à 21h, rendez-vous est pris. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Toute l'équipe de cette semaine par ma voix vous souhaite une bonne reprise de travail demain. Bonne suite de programme.